Nous allons parler maintenant de lieux qui, eux, n'ont jamais fermé, même au pic de l'épidémie et du confinement. Ce sont les supermarchés, les hypermarchés, des lieux politiques, des lieux révélateurs d'inégalités. La députée La France Insoumise, Clémentine Autain, a mené l'enquête dans un essai à gauche en sortant de l'hypermarché et elle est l'invitée de Célébdo. Bonsoir Clémentine Autain. Bonsoir. 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 Est-ce que les élus de la nation sont eux aussi soumis au couvre-feu ? Ou est-ce que vous avez une liberté Normalement, on a une liberté de circulation, mais je pense que nous allons respecter le couvre-feu. Alors, pas dans l'hémicycle, Oui. comme au moment du confinement, en fait. Au moment du confinement, on a siégé dans des conditions particulières, réglementées, mais on siège. En général, quand un homme ou une femme politique écrit un livre, c'est soit pour écrire son histoire, soit pour raconter l'histoire ou la vie d'un personnage illustre du passé auquel ils aimeraient s'identifier. Vous, c'est pas du tout avec le les cas. femmes, c'est Non, plus vous avez compliqué été justement écrire sur les hypermarchés en partant d'expériences qu'on a tous fait, en poussant un caddie, en étant perdu dans l'immensité des allées. Pourquoi ? Parce que j'aime ce lieu comme symbole, en fait, de l'hyper-consommation, de l'hyper-marché. Ouais. C'est un lieu banal, c'est un lieu du quotidien. Et en fait, il s'y joue beaucoup de choses. Et c'est ça qui m'a intéressée, c'est qu'en fait, à travers le parcours client, c'est-à-dire avant d'y entrer déjà la publicité, en y entrant les sensations, il y a des odeurs, il n'y a pas de lumière, c'est des endroits incroyables en fait. Hein. Les néons, les couleurs, les promos, la musique, les plantes, pour vous faire croire que bon, ça évolue d'ailleurs hein, à l'intérieur, mais en tout cas un marketing qui vous met un peu comme dans un cocon, une espèce de bulle, pour vous conduire à l'acte d'achat. Et ensuite, à l'intérieur des rayons, il se joue beaucoup de choses à l'intérieur des rayons. Justement, on va en parler. Puis à la caisse. Puis en sortant de la caisse jusqu'à chez vous quand vous déballez vos produits. Et en fait, ça raconte la société dans laquelle on ne va pas. Et je pense que c'est vraiment le lieu qui nous dit les pathologies contemporaines. On va en parler, mais partons toujours de cette expérience qui est la vôtre, enfin qui est la nôtre. Et vous vous posez la question de savoir comment résister à la tentation. Et j'avoue que la question me paraissait surprenante sous la plume d'une femme de gauche, députée La France Insoumise. On se dit qu'on est immunisé a priori contre les pièges du capitalisme le plus grossier. Et vous vous demandez comment résister à tout ce qui nous incite à acheter. Cette atmosphère qui est créée pour l'achat compulsif. Bien sûr. D'abord, je pense que je suis juste une femme de mon temps. Oui. Une femme de mon temps. Alors après, on peut se raconter qu'on résiste, et c'est vrai. Et même en ayant un logiciel intellectuel très armé pour lutter contre ces actes d'achat et pour essayer en tout cas d'acheter le plus, de façon la plus éthique possible. En réalité, on n'y arrive pas, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas pousse possible. à ça. Voilà. Et quand on a des enfants, on en rajoute encore plus parce que les enfants sont des capteurs extraordinaires de cette folie consumériste, des marques, des ci, des là. Ils demandent aussi aller à l'hypermarché. Oui, bien ils sûr. veulent aller dans les centres commerciaux. C'est des lieux, moi ça me désole, mais ils demandent parfois le week-end. C'est un lieu de divertissement, c'est un lieu de promenade. Voilà. C'est aussi un lieu politique. Mais c'est un lieu dont on ne parle pas. De l'hypermarché un lieu politique. Justement, c'est un lieu dont on ne parle pas en politique. C'est d'ailleurs un lieu très absent des livres de sociologie, des livres, des romans aussi. Il y a quelques romans qui en parlent, mais je crois qu'il y a celui de Jean-Marie Leclésio, mais qui n'est pas le plus connu, Les Géants. Il y a ce livre d'Annie Ernaux, dont on a pas mal entendu parler, qui sont en fait, c'est justement aussi ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit dans l'hypermarché, où elle défend, et je suis d'accord avec elle, que ce ne sont pas des non-lieux, comme on dit souvent, parce qu'il y a une forme aussi de mépris à l'égard de ces mastodontes qui sont dans les périphéries urbaines, qu'au fond, dans les centres-villes, les milieux plus aisés, on estime que c'est laid, on estime que c'est le lieu du peuple, en fait, et qu'on n'a pas envie de s'y mêler. Et je crois qu'il faut regarder ces lieux parce que il nous raconte quelque chose de profond dans lequel on est tous embringués. C'est assez fascinant d'ailleurs de voir la manière dont vous racontez la lutte des classes dans l'hypermarché et des personnes qui se côtoient sans jamais se croiser, des riches, des moins riches, des pauvres, des personnes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, si ce n'est qu'elles se retrouvent dans le même rayon, mais elles n'achètent pas les mêmes produits. Exactement. Et ce vers quoi elles vont tendre leurs mains en dit tellement long sur leurs conditions sociales. Mais parce que je pense qu'on est arrivé aussi dans une phase du rapport à la marchandise où en fait on achète une promesse maintenant.
il y a une forme d'identification à la marque, à ce qu'on nous raconte. C'est-à-dire que, par exemple, bon, il y a des choses incroyables qu'on achète ou qu'on n'achète pas, mais que des gens achètent en tout cas, et qui, moi, ne lassent pas de me sidérer. J'ai découvert qu'il y avait exemple des crèmes pour que les cheveux ne vieillissent pas. Alors moi, je n'avais jamais pensé que des cheveux pouvaient vieillir. Je vois bien qu'ils peuvent tomber, qu'ils peuvent devenir gris. Ils peuvent devenir blancs. Mais avec une crème et empêcher les cheveux de vieillir, c'est presque surréaliste. Eh bien, il y a des gens qui achètent ça, il y a des gens qui pensent à concevoir ce produit et des gens qui l'achètent. Mais qu'est-ce qu'ils achètent? Ils achètent une promesse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils ont un coup de mou, ils se disent j'ai pris un coup de vieux, tiens, je vais acheter ce produit, avec ce produit, je ne serai pas la même. Pareil sur, par exemple, les rasoirs. Ça m'avait frappé il y a très longtemps. Les rasoirs, vous savez, quand ils sont roses, dans un marketing féminin, le même objet coûte plus cher qu'un objet, le fameux bic jaune, voilà, le même en rose n'a pas le même prix, il est plus cher. Alors c'est vrai pour ça, mais c'est vrai pour plein d'autres produits, pour les femmes, hein, notamment dans les produits. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous décrivez la puissance des marques. Vous citez l'essayiste canadienne Naomi Klein et son livre qui est un classique, Nos logos. Mais on a l'impression que c'est un espace qui résiste à la politique, que c'est un point de résistance sur lequel, ou contre lequel on ne peut pas lutter. Alors moi, je pense qu'on peut lutter, mais quand on va au bout justement du parcours marchand, on se rend compte que derrière la caissière maltraitée, quand vous allez payer vos achats, derrière ces produits qui vous sont imposés, il y a une logique qui est celle du capital, du capitalisme, mais le besoin du capital de s'accroître. Et ce besoin du capital de s'accroître, il a deux leviers. Une pression sur les salaires. Or, vous savez que dans la grande distribution, les salaires ont baissé de façon considérable ces 30 dernières années. Donc on baisse les salaires et d'un autre côté, on vous fait acheter toujours plus de produits, des produits dont la durée est de plus en plus courte, de telle sorte que vous reveniez. Et on vous conditionne aussi pour vous donner l'envie d'acheter, de passer vos samedis après-midi dans les hypermarchés. Moi, j'entends parfois de la moquerie à l'égard de ces gens qui passent leur samedi, leur dimanche maintenant, puisque c'est ouvert le dimanche, dans des centres commerciaux, au lieu bien sûr d'aller visiter les musées, etc. Sauf que tout nous conduit à ça. En fait, tout nous conduit à y aller. Donc, il y a bien un système économique, politique, qui imprime nos désirs, pas simplement dans l'acte d'achat, dans tout ça, c'est aussi nos désirs, nos façons de penser, nos comportements, et ils se retrouvent là de façon métaphorique, concret, mais aussi métaphorique dans l'hypermarché. Exemple d'ailleurs, Eva. C'est-à-dire que l'acte d'achat dont vous parlez, évidemment, il se termine au passage à la caisse, qui devient parfois une angoisse pour certains. Je vous propose d'écouter ce couple de retraités pour qui les courses hebdomadaires au supermarché est loin d'être une partie de plaisir. Bien sûr. Lorsque Jacqueline et Jacques Leroy vont faire leurs courses, c'est toujours à l'affût de la bonne affaire. Je prends celui-là. Regarde. Ouais. Un rôti en promotion, du lait, des légumes, rien de superflu. 50 € maximum, c'est leur budget alimentation de la semaine. Disons que j'essaye de calculer mentalement, parce que je ne prends pas de calculette, et des fois j'ai dit, repose ceci ou cela, on n'a pas besoin, on va s'en priver. On va s'en priver parce que 50 € par semaine, et pour cause, ils touchent 1 500 € de retraite à eux deux. Et ce dilemme de se priver ou de ne pas se priver, ou essayer de vivre comme on peut, c'est aussi celui des parents qui savent que leur budget est très serré et qui en même temps veulent faire plaisir aux enfants. Vous parliez des marques tout à l'heure. C'est un tiraillement pour beaucoup, ce lieu du supermarché. En réalité, je pense que c'est un lieu de frustration pour l'écrasante majorité de la population. Alors ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, c'est épouvantable. Parce que là, il s'agit de répondre aux besoins vitaux, aux besoins essentiels, et une partie de la population n'y arrive pas, en particulier en ce moment où mais on a 1 million de pauvres en plus. Mais c'est aussi la possibilité d'accéder à énormément de produits. Bien sûr, mais trop de produits. Ce qui était inimaginable avant. Mais trop de c'est produits. Un lieu d'hyperconsommation, ça, on le sait tous. Et pourtant, on vit une crise qui est très particulière. Il y a eu beaucoup d'épargne, mais d'épargne, on va dire, forcée pour de très nombreux Français parce qu'ils n'ont pas pu dépenser leur argent pendant le confinement, qu'on n'a pas repris les habitudes de consommation d'avant, mais la consommation, ça représente 55% du produit intérieur brut français. Si les Français ne dépensent pas leur épargne, ce à quoi les incitent les ministres, ça va être une catastrophe économique et sociale. C'est pas paradoxal ? Je ne crois pas ça. Je pense que nous sommes dans la catastrophe économique, sociale et écologique, environnementale. Et qu'en fait, ce qui ne va pas du tout, c'est de continuer comme ça.
Ça ne marche pas. En fait, c'est un système qui ne marche pas. D'abord parce que vous avez de plus en plus de pauvres, pendant qu'il y a de plus en plus d'hyper riches, que vous avez une planète qui ne peut pas supporter que nous consommions comme nous consommons, et en particulier en France. Ça n'est pas soutenable. On va dans le mur. Mais à court terme, il y a des risques de catastrophe économique si les Français ne dépensent pas leur épargne. Vous le dites, à court terme. C'est l'argument de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. C'est l'argument qu'avance un certain nombre de gouvernants. C'est ce qui nous oppose profondément. C'est-à-dire que toute la logique de la relance économique, c'est-à-dire en fait il faudrait recommencer comme avant. Or pendant le confinement, ce qui a émergé avec force, c'est justement des questionnements sur de quoi avons-nous besoin véritablement. Et là on le voit avec le couvre-feu, ce dont on nous sépare, c'est de la joie d'aller boire un coup ensemble dans un bar, d'aller au cinéma, en fait des choses qui sont de l'ordre de la liberté plus forte, à mon avis, que cet objectif de consommation. Et vous citez d'ailleurs le philosophe Bruno Latour, qui c'est assez passionnant parce qu'il dit que le temps est venu de se demander ce qu'on garde et ce qu'on jette. Mais de manière générale, dans nos vies, l'heure n'est pas à la relance de l'économie, mais à la transition sociale et écologique. Je suis totalement d'accord avec ce que dit Bruno Latour à ce sujet. Et je pense que quand on sort de l'hypermarché, de ce parcours client tel que je le fais, la question qu'on se demande, c'est... de quoi avons-nous vraiment besoin? Même quand je rentre chez moi et que je mets tout, alors sans compter les emballages. Non, mais les emballages, moi, vraiment, ça me met en colère, en fait, parce que je rentre, je range tout et j'ai l'impression que en colère contre vous-même? Non, aussi contre le packaging, parce que parfois, vous avez du packaging qui est fait juste pour vous vendre encore un nouveau paquet. C'est-à-dire qu'on met par-dessus parce que c'est joli, que ça vous a attiré l'œil, ou parce que dessus, il y a une publicité pour vous rachetiez. Donc, je suis pas... Le problème n'est pas un geste plus simplement un acte individuel. C'est un choix collectif de la société dans laquelle on a envie de vivre. Mais alors justement, on comprend bien que c'est un symbole, l'histoire de l'hypermarché. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on supprime ces hyper? Comment on fait? Parce qu'au-delà du symbole, on comprend bien qu'il y a une démarche que vous démontez là. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors d'abord, je pense qu'en l'occurrence, les hypermarchés sont totalement corrélés à l'histoire de la consommation. On voit leur émergence, le fait même qu'ils soient en périphérie. Et là, le modèle est à bout de souffle et on voit par exemple, il y a même un désamour. On voit Amazon, on voit la vente en ligne se développer de plus en plus. La question, c'est comment on en sort justement. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de se rendre compte que l'hypermarché ne répond pas tout à fait aux besoins et que le risque là, c'est qu'on ait le développement d'un côté du hard discount, justement pour répondre aux besoins du couple qui était dans le reportage, et d'un autre côté à des petites boutiques de proximité bio, chères, et qui s'adressent à un autre type de public. Et qu'en fait, on est un système à deux vitesses, avec des gens qui ont droit à la malbouffe pas chère et du hard discount, et d'autres qui pourront avoir le luxe, en effet, de consommer plus équitable, etc. Ça, c'est pas acceptable. C'est pas ça le modèle. Sans compter le rêve d'Amazon de nous faire entrer dans des boutiques super connectées où il n'y a plus d'humains. Est-ce que c'est pas ça le risque? Est-ce il n'y a plus d'humains. D'ailleurs, vous rendez hommage aux caissières. Bien sûr. Alors oui, parce que si on passe à l'hyperconnecté, on oublie du coup la figure quand même, une des grandes figures du supermarché, c'est oui, auquel vous rendez hommage, comme l'a fait Florence Aubenas, par exemple, il y a qui a fait des portraits, effectivement, et qui a suivi ces caissières-là, qui les a rencontrées. Alors vous leur rendez hommage, puisqu'il y a toute une partie de votre livre qui leur est dédiée. Vous parlez des premières de corvée, et pas de cordée. Des figures révélées aussi pendant et par la crise de la Covid, toujours en première ligne, qui sont tu dis la Covid? Paraît-il, la maladie. Ça vous indigne, ça indigne la féministe que vous êtes, Clémentine Autain? La Covid. La Covid. Des figures quand même très peu valorisées. Vous dites que ce sont les gueules noires du XXIe siècle, en écho à la fermeture des mines. Elles sont aussi, ces caissières peu à peu remplacées, on était en train d'en parler, par des machines, puisqu'on peut biper de plus en plus nous-mêmes nos propres produits en arrivant à la caisse. Moi, j'y arrive jamais. Des caissières, tant mieux, grâce à toi, elles vont peut-être rester en place un peu plus longtemps. Elles ont le sentiment elles-mêmes de ne pas exister. On les regarde à peine quand on passe à la caisse, vous en parlez. Et vous citez d'ailleurs un blog passionnant d'une caissière qui s'appelle Anna Sam, 8 ans de caisse, diplôme de littérature. Son blog caissièrenofutur.com nous permet d'y suivre les tribulations d'une caissière. Et alors on y découvre entre autres des codes, des noms de codes qu'elles ont entre caissières, comme le SBAM, sourire, bonjour. Au revoir, merci. Donc qu'elles se lancent comme des robots désincarnés, qu'elles reçoivent aussi comme des robots désincarnés de la part des clients, de croire rire et pleurer, dites-vous, surtout quand cette caissière vous raconte qu'on finit par la confondre avec sa caisse enregistreuse, puisqu'elle entend 1000 fois par jour cette question, est-ce que vous êtes ouverte? Donc on la confond avec la machine. Est-ce que ça, c'est en train de changer ou ça a changé avec la crise du Covid, puisqu'on les a applaudis, on leur a rendu hommage, ou est-ce qu'en fait on est déjà passé à autre chose?
Ça, après, je pense que chacun aussi est ramené à son sentiment intime. Je pense que ça a levé une forme de lumière sur elle, et peut-être qu'il en restera quelque chose. Mais le problème n'est pas ce que chacun ressent, c'est comment on organise la société par rapport à elle. Et ce qui m'ennuie, c'est qu'on a du coup un raisonnement binaire. C'est soit on est du côté des caissières et on veut conserver leur métier, et donc parce qu'il y a un surchômage de masse, et donc on garde les hypermarchés, et elles, avec une dureté du travail qui est considérable. Il faut quand même se rendre compte. Sous-payés, la plupart sous-payés, à mi-temps. Caractère très répétitif, beaucoup de maladies qui sont liées professionnelles à leur travail. Donc on peut faire évoluer, dire qu'il y a besoin d'humains, mais pas forcément d'humains qui travaillent de façon si sous-payée, avec des conditions qui sont très dures. Et c'est par le haut qu'il faut en sortir, et pas toujours dans un choix binaire. On dit soit c'est comme ça, on les laisse comme ça, soit on fait des lieux sans humains, et ça, c'est pas inscrit acceptable. dans le cadre d'un programme présidentiel. Antoine avait très envie de vous poser des questions politiques. Clémentine Autain. Mais évidemment, pour changer les choses, il faut être au pouvoir. Pour être au pouvoir, il faut remporter des élections législatives, et d'abord l'élection présidentielle. C'est dans un an et demi à peu près. Des mois déjà qu'on se demande comment vont évoluer les choses. À gauche, un sondage, le 3 octobre dernier, dans le journal du dimanche. Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de la France Insoumise, déjà candidat, qui pourrait de nouveau être candidat en 2022, était le candidat de gauche, le seul candidat de gauche à plus de 10% des intentions de vote. Mais dans aucun des scénarios, la gauche n'accède au second tour. Alors, est-ce que c'est perdu d'avance ? Dans aucun des 11 ou 12 cas envisagés par le sondage du JDD. Est-ce que ça veut dire que c'est perdu d'avance si la gauche y va en ordre dispersé, ou est-ce qu'il y a encore un espoir? Et l'enjeu, donc, c'est l'union des gauches. Enfin, sauf que vous avez regardé la suite du sondage. C'est-à-dire que quand il y a l'union, c'est-à-dire s'il y a un seul candidat, Jean-Luc Mélenchon fait 15% et Anne Hidalgo ou Yannick Jadot font 13%. Donc et personne au second tour. Donc vous voyez que le problème est plus profond. Il ne s'agit pas de claquer des doigts, de faire une union. Le sondage est dur parce qu'aucun candidat de gauche, pour le moment, enfin dans ce sondage-là, n'arrive au second tour. La gauche n'est pas au second tour. Bien sûr. Bien sûr qu'il est dur. Vous n'êtes pas très étonné que dans aucun cas de figure aujourd'hui en France, un candidat de gauche ne puisse être au second tour d'une élection présidentielle. C'est pas une histoire d'étonnement. Je suis en colère de cet état de fait. Comment est-ce que vous pouvez changer ça? Il faut se mettre au travail. Oui, mais comment? Vous savez même si la candidature unique ne répond pas à la question, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il se trouve que la gauche est associée, pour une part, au bilan de François Hollande. C'est-à-dire qu'on a eu la gauche au pouvoir pendant 5 ans qui a mené, je vais vite, mais enfin c'est quand même un peu ça l'histoire, une politique de droite. Donc vous avez beaucoup de gens qui ne voient pas dans cette proposition politique de gauche une issue au désordre actuel, parce que c'est associé à ce bilan. Nous, avec Jean-Luc Mélenchon, on a essayé, précisément parce que nous n'avons pas soutenu ce gouvernement, on a essayé de tenir bon. Oui, là, vous expliquez. Jean-Luc Mélenchon, 3e round, est-ce qu'il sera candidat? Attendez, vous me demandez si je suis étonnée. J'essaie de vous expliquer qu'il y a des raisons objectives. Comment est-ce que vous répondez à ça? J'essaie juste de vous dire qu'il y a des raisons pour lesquelles on en arrive là. Et que, oui, ça me met en colère, et que je pense qu'il y a du travail pour nous, et que le travail, il est d'abord aussi idéologique. Bien sûr. Parce que la réalité, c'est ce qu'on raconte aussi, collectivement. Voilà, il ne suffit pas d'attendre le leader Maximo ou je ne sais pas quoi, c'est qu'à un moment donné, il faut que notre proposition politique... Non mais j'en sais rien, l'homme providentiel, la femme providentielle, qu'importe. Le leader Maximo. C'est ça votre question. Moi, je voulais parler de projet, c'est de voir comment on pouvait avoir un discours collectivement qui parle plus aux Français. 1 an et demi avant l'élection, vous n'allez pas inventer un projet. Aujourd'hui, hélas pour vous, parce que le temps est très précis, c'est la question humaine qui va passer avant le projet, vous le savez sans doute mieux que moi. Je pense que les deux vont jouer. Je pense que par ailleurs, on est très loin de l'élection, donc vous ne savez pas comment ça va se passer. On peut aussi imaginer... Mais vous y pensez déjà? Heureusement, ça serait quand même irresponsable. Non, mais ça serait irresponsable de ne pas y penser. Pourquoi pas vous, Clémentine Autain, puisque c'était une question que posait l'un des journaux de gauche, Libération, une femme pour sauver la gauche, et vous êtes l'une des hypothèses envisagées dans ce scénario-là. Il y a différentes hypothèses, mais je crois qu'on, pour l'instant, essayons déjà de savoir de quoi. Candidat de quoi? Parce que pour l'instant, les choses ne sont pas du tout figées. Vous l'avez dit, on a différentes hypothèses, on a des forces qui se parlent, qui avancent. Donc moi, la question, c'est quel rassemblement, sur quel projet? Et une fois qu'on a ce périmètre, il faut en effet réfléchir à qui est le mieux placé. Mais début novembre, Jean-Luc Mélenchon va dire « je suis candidat ». On le sait, vous et moi. Voilà. Probablement. Oui. Probablement. Mais quand on regarde
Bravo Jean-Michel. Ça, c'est le talent de Jean-Michel Apathy qui réussit à obtenir une réponse alors qu'on n'y arrivait pas depuis 10 minutes. Ah bon, c'était ça votre question, vraiment? Non, mais c'est ça mon talent. Votre réponse et elle nous satisfait. Voilà. Non, mais en l'occurrence, écoutez, on aurait pu commencer merci pour par là votre si c'était franchise. ça. Non, mais on voulait prendre le temps de parler Non, mais justement de je cette dis enquête. et de probablement, ce que vous racontez dans ce pour livre. l'instant, j'ai l'impression que depuis la rentrée, il est dans un état d'esprit. Et je trouve que les sondages, évidemment, plaident en ce sens. Courage. Maintenant, on n'est pas au bout. On n'est pas au bout de l'histoire. Voilà, on n'est pas au bout de l'histoire. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un enjeu de projet, un enjeu de force à rassembler. Et ensuite, nous verrons qui est le mieux placé. À gauche, en sortant de l'hypermarché, donc. Oui, je crois. Merci Clémentine Autain. Le livre est publié chez Grasset. Merci d'avoir été l'invité de Célébdo.